parce que c'est vrai que si on veut tenir rigoureusement le terme de blanc, en fait, il n'est pas tenable. Ah bah non. Ah oui, dernière question avant que je redonne la parole à un auditeur. Comment... Alors, c'était quoi ouais. Peux-tu lui demander son sentiment ou ressentiment de son passage sous les griffes d'Ouria Boutelja? J'ai pas eu l'impression que c'était des griffes, premièrement. Ouria a une façon un peu comme ça, impétueuse de parler. Elle pointe du doigt de temps en temps, comme ça. Je dis, mais ça, c'est son corps qui veut ça. Je pense qu'elle aurait en face d'elle son amoureux, elle parlerait de la même façon, j'ai l'impression. Donc il faut pas... Non, je pense que c'était quand même une soirée plutôt amicale. D'ailleurs, elle avait cette vocation-là. Elle avait un peu... Ça faisait longtemps qu'on se regardait de loin avec Ouria, on s'était vaguement croisés. Je lui avais témoigné une certaine comme sympathie, notamment pour ses ouvrages, tout simplement. Moi, je me fixe souvent sur les livres, moi, au départ, hein, et donc je considère que ces 2 ouvrages à ce jour sont passionnants. Donc pour moi, ça suffit à la rendre intéressante. Et donc voilà, c'est monté un peu cette soirée pour acter le fait qu'on se reconnaissait des choses. Après, je pense qu'on a entrevu dans la soirée qu'il y avait des points de désaccord. Que notre compagnonnage pouvait se fixer sur certains points, mais serait probablement plus incertain sur d'autres points. Je pense que c'est apparu. Ça apparaîtra, à mon avis, plus clairement quand on se reverra. Peut-être qu'on refera des choses en public, peut-être aussi avec Wissam, son partenaire, enfin son acolyte, avec Louisa Yousfi, que j'aime bien aussi, dont j'avais beaucoup aimé le livre aussi, Rester barbare. J'aime plutôt bien ces gens, ça y a rien à dire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer intellectuellement et que ils font ce que j'attends de tout penseur ou de tout individu qui émet des idées sur la place publique, que ce soit par écrit ou oralement. Ils éclairent des pans de la réalité. Les livres d'Ouria m'ont fait voir des choses que je ne voyais pas. Ça ne veut pas dire que je sois d'accord avec tout. Je l'ai dit d'ailleurs dans son truc du Frexit. Du Frexit décolonial me paraît une absurdité. Je l'ai dit je pense assez clairement dans notre échange. Il y a 2 ou 3 autres points sur lesquels je ne serais pas d'accord avec elle, fondamentaux. Je pense notamment, ce serait peut-être d'ailleurs une objection purement marxiste, je pense qu'il y a une sous-estimation de la scène du travail et de la production dans son édifice conceptuel, mais c'est sans doute... On comprend pourquoi. Sur la race et les minorités, sur la race, moi je dirais, oui, sur l'indigénat. Sur l'indigénat aussi, oui. Ce que je comprends très bien. Moi, je comprends très bien que quelqu'un qui est grandi arabe en France, dans les quartiers populaires, comme ça a été le cas d'Ouria et de ses copains, copines, et de pas mal de gens de ce profil-là, je comprends très bien qu'eux promeuvent comme sujet prioritaire la question raciale et la question identitaire dans ce sens-là, au sens où ils ont été agressés eux-mêmes. C'est des gens qui ont été agressés avec une violence variable, je veux dire, soit directement, soit en première main, soit en troisième main, etc. Donc c'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait opportun et judicieux que ces gens-là s'avancent sur la place publique en faisant valoir leur vécu. En disant voilà ce que nous on a vécu, et voilà du coup la découpe du réel qu'on vous propose à partir de ce qu'on a vécu. Et la relecture de l'histoire qu'on vous propose à partir de ce qu'on a vécu. Mais c'est ça la politique, c'est toujours ça la politique. Les femmes, quand elles s'avancent en ce moment sur la place publique, c'est pour dire, nous avons vécu un certain nombre de choses, et donc nous vous proposons des éclairages nouveaux sur la société que peut-être négligeait votre masculocentrisme, vos paradigmes anciens. Moi, c'est ça que j'adore dans la politique, c'est qu'on apporte des nouveaux éclairages et que le réel semble plus lumineux d'un seul coup. On voit mieux les choses, quoi. Moi, j'adore qu'on me fasse mieux voir des choses. C'est ce que j'attends de l'art, c'est ce que j'attends de la pensée. Et je pense que les indigènes ont ça. Après, où commence notre discorde, c'est que je comprends que eux, subjectivement, mettent ça au centre. Moi, je continue à croire en peut-être vieux marxistes. Alors eux, ils diraient, oui, mais c'est typiquement une pensée de blanc universaliste. Moi, je crois pas. Moi, je crois que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce que vivent les gens, et ce qui vivent d'abord les gens a trait moins à leur identité raciale, ethnique, culturelle, qu'à leur position dans la chaîne de production. Voilà, je pense que je m'en fais pas. Et je pense que le vrai universel, ça reste le prolétaire. C'est pas, s'il y a une figure universelle, pour moi, ça reste celle du prolétaire. Appelons ça comme ça, ce qui me paraît un mot pertinent. Donc là, on aura un débat vraiment de fond, quoi. Mais c'est un débat que je sens fécond.
ça va être intéressant, on va continuer à se parler et... Mais est-ce qu'ils peuvent lâcher ce débat justement? C'est-à-dire que moi j'ai discuté avec Wissam, on a débattu 4 heures ici, Ouais. et genre moi je lui ai dit le point de discorde que j'ai, je pourrais être d'accord sur plein de choses, même si je dis pas je rejoindrai tout, voilà, mais je pourrais tomber d'accord sur les concepts, comment c'est articulé, etc. Moi y a pas de souci. Par contre, ce qui m'a beaucoup gêné, moi, c'est la sémantique. Alors après, je comprends pourquoi, pour choquer, etc. Mais genre les concepts de grand blanc, petit blanc, etc. Machin, c'est des trucs qui sont très essentialisants, etc. Et les gens sont forcément directement choqués. Alors après, j'entends le terme sociologique qu'il y a derrière, mais je peux pas m'empêcher de penser que ça peut pas être entendu correctement, du coup. Tu vois, est-ce que je me trompe? Il se situe, depuis le début, Ouria se situe dans cette espèce d'ambivalence, dans cette difficulté, du coup. C'est que effectivement, le concept de blanc est un concept dont elle dit qu'il est un concept socio-historique. C'est ça. Ce n'est pas une essence. Bon. Et ça se défend, et elle arrive assez bien à le défendre dans ses livres et dans pas mal de ses prestations, de ses conférences. Il n'en reste pas moins vrai qu'il est compliqué de totalement purger le signifiant blanc de toute composante identitaire essentielle. Ça, c'est sûr, puisque c'est blanc. Bon, alors, mais je crois qu'elle est très un blanc. blanc. Par exemple, moi, il m'a dit, ah Wissam, toi t'es un blanc, quoi. Wissam me dit, moi aussi, je suis un blanc parce que je mange du cassoulet et tout. Mais quand il discute avec Ouria, il y a quand même ce discours très indigéniste, du coup. Et moi, en gros, je suis exclu de fait, tu vois, par ce biais-là. Alors après, j'entends pourquoi. Je suis pas de quartier, à la limite, maintenant, effectivement, quoique j'habite à 50 mètres de mon quartier. Mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a un côté où, tu vois, c'est limite excluant, en fait, pour certains qui pourraient s'intéresser à la question et se dire, bon, bah, en fait, peut-être que c'est un peu trop identitaire à mes yeux, tu vois. Ouais, mais là, comme d'habitude, moi j'ai toujours envie de dire, si vous vous sentez exclu, au moins prenez le temps d'écouter longuement de ces gens-là. Parce que franchement, ça vaut le coup. Donc, déjà, je pense qu'il s'agit de les lire, parce que c'est toujours un peu là que la pensée se déplie le mieux, qu'on le veuille ou non. Alors après, chacun a le rapport à la lecture qu'il peut et qu'il veut. Mais moi, vraiment, faut prendre le temps. Faut pas se laisser effaroucher par des choses qui sont d'ailleurs largement de la provocation de leur part. Moi, c'est ça que j'appelle le côté presque littéraire, voire un peu punk d'Ouria. C'est-à-dire, quand elle balance le mot blanc a presque une efficace performative, une efficace dans oui, c'est symbolique, une efficace politique. Là, le militantisme a toujours fonctionné comme ça. Je veux dire, on balance un peu des mots et ce qui importe, c'est moins leur sens que l'efficacité même de la nomination de ces mots. Et donc, je pense que quand même de foutre le mot blanc comme ça au milieu du débat a eu quand même une efficace politique très déstabilisatrice. Alors, perturbante pour certains, ça en rebute beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui, pendant très longtemps, ont refusé, à gauche, je parle, moi, à droite, je parle même pas, enfin, ils font ce qu'ils veulent, mais à gauche, beaucoup de gens ont refusé même d'aller lire les livres d'Ouria, enfin, d'aller lire ses productions, ses textes, ses articles, et puis ses bouquins. Parce que, voilà, c'était pas possible, on pouvait pas réessentialiser, alors que nous, gens de gauche radicale, avions déployé tant d'efforts depuis 100, 200, 300, 400 ans pour désessentialiser les débats. Donc, vraiment... certains en étaient fatigués d'avance, qui n'avaient pas du tout envie d'aller reconsidérer ça. En plus, il y avait le signifiant juif qui était accolé dans son premier titre, ce qui crée encore plus de rebutage, ce qui peut aussi se comprendre. Je comprends, c'est des mots qui ne sont pas neutres. Oui, ce qui c'est des mots qui ont un passif... du conflit israélo-palestinien, donc une prise de position assez nette pour la Palestine, forcément, ça attise les tensions, on va dire. C'est vrai, c'est vrai. Mais autre chose, je pense que brandir le mot juif comme ça dans un titre, c'était une sacrée opération qui va très au-delà simplement de fait d'être pro-palestinienne, parce qu'à la rigueur, ça fait très longtemps qu'il y a un camp pro-palestinien français, parfois d'ailleurs avec des débordements un peu douteux, mais aussi avec une grande légitimité à mes yeux, et que bon... Mais ça attire plus l'attention, on va dire, de beaucoup de gens, dès qu'il y a ces deux contextes qui s'accolent, on va dire. Oui. Quoi. Tu dis mot juif, t'es un peu, voilà, peut-être que antisémitisme, on sait jamais. Puis il y a l'époque Soral aussi qui a beaucoup inquiété, il y a des proximités avec Nab, etc. Donc ça a posé question à l'époque. Mais je pense que moi, je crois qu'Ouria, elle est un peu tout ça. Je pense que, je dis pas qu'elle est antisémite, loin de là, mais je pense que quand elle dit le mot juif et que, évidemment, c'est immédiatement une catégorie sociale pour elle, une catégorie politico-historique, mais bien sûr qu'elle veut faire entendre aussi quelque chose de l'ordre du juif en tant que juif et du blanc en tant que blanc et de l'indigène en tant qu'indigène et de l'arabe en tant qu'arabe quand elle parle d'elle en ces termes-là. Je pense que ça, comment dire, elle aime bien aller là-dedans aussi. Ça l'excite un peu, tout ça, quoi. Et donc, je pense qu'Ouria, c'est un peu tout ça. Moi, je pense que son vrai domaine d'expression devrait être plutôt que la philosophie, le récit. Mais ça, c'est quelque chose
que j'aurais beau peut-être pas du roman fictionnel, mais du récit. Tu casses son business plan, là. Bah non, mais elle veut pas, de toute façon. Donc elle dit qu'elle est militante, qu'elle fait des livres de militants, et que ce titre-là. Mais moi, je pense qu'elle a quand même le don, justement, elle a un rapport à la langue qui est un rapport assez approximatif, mais d'une approximation qui est très évocatrice, en fait. Et c'est un peu ça que fait la littérature. Parce que c'est vrai que si on veut tenir rigoureusement le terme de blanc, en fait, il n'est pas tenable. Ah bah non. Alors, on est bien d'accord, sémantiquement, c'est pas possible au niveau de la population, etc. C'est du grand public en plus. Et du coup, profitez de mettre le petit pouce bleu d'ailleurs, et si vous voulez faire un don, vous pouvez. Complaisant et Courria. Bah après, en même temps, complaisant, pas tant que ça, dans le sens où lui, il dit, voilà, le terme blanc n'est pas tenable, on va dire, politiquement, mais par contre, au niveau de l'impact que ça, au niveau des gens, même de l'impact politique, c'est-à-dire que ça a une résonance politique, il reconnaît par contre l'efficacité à ce niveau-là, et ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'elle s'est fait connaître récemment de manière beaucoup plus intense qu'à l'époque, grâce un peu à cette façon de communiquer extrêmement provocante, mais en même temps, il admet aussi clairement que bah non, en fait, il y a des choses qui sont plus difficilement tenables, voire même qui sont un peu utopistes, comme le Frexit décolonial. Mais je pense qu'il faut pas non plus être binaire, les gens. À un moment donné, essayer d'écouter aussi ce qui est dit, plutôt que juste il a pas. Parce que, enfin, c'est pas parce qu'il dit pas je déteste Ria qui dit qu'il est d'accord sur tout, en fait. Et c'est là où je trouve vous manquez un peu de nuance. C'est comme tout à l'heure quand les gens posaient des questions, ils se vexaient assez vite, alors qu'en vrai, bon bah, faut surtout écouter la réponse. Et peut-être des fois, mais c'est compliqué parce que j'entends que dans le stress et tout, on peut pas forcément se concentrer de la même manière. Ouais, il est complaisant. Bah, pas tant que ça, mais par contre, il va pas non plus dire ah, je suis pas d'accord. Ils sont sur le même logiciel idéologique en grande partie. Donc, à un moment donné, il va donner les points de désaccord, mais par contre, le point de désaccord est assez important. Quand il dit le mot blanc ne peut pas être tenable, rien que ça, c'est quand même une grande part du discours de Ria actuellement. Donc, déjà, c'est un gros point de désaccord. Et moi, c'est le gros point de désaccord que j'avais avec Wissam, façon de parler. Vas-y. Attends, tu vois, j'ai dit, il n'est pas rigoureusement tenable. Je chipote un peu, mais moi je pense qu'il est littéralement tenable, mais pas rigoureusement. Mais ça. Mais voilà. J'entends pourquoi tu le dis. C'est pour ça que je disais. Ah oui, tout à l'heure j'ai précisé pourquoi. C'est que je disais. Alors je me répète les gens pour ceux qui sont là, forcément. Mais en gros, au niveau de l'impact médiatique, c'est intéressant par contre, son emploi. C'est ça que je disais. C'est un véritable impact. Comme le rap, par exemple, avec certaines terminologies qui vont choquer, bah, ça rentre dans le débat public directement. Et c'est un intérêt à ce niveau-là. Par contre, au niveau politique, peut-être que ça peut être plus compliqué. Et par ailleurs, il a quand même une pertinence pour saisir des éléments du réel. Moi, je pense pas tous les éléments du réel. Il y a un moment où il est caduque, où il ne vaut plus. Mais moi, le mot blanc, je disais d'ailleurs dans l'échange qu'on a eu avec Auria que c'est une des choses qui m'est venue antérieurement à ma découverte des indigènes. Qu'à un moment, je me suis rendu compte que j'étais un blanc, socialement un blanc. Et que ce mot avait une pertinence pour éclairer pas mal de pans de ma vie, par exemple l'entre-soi blanc dans lequel j'évoluais dans les années 90, que ce soit à la fac de lettres ou dans le milieu punk, ou dans les milieux gauchistes d'ailleurs. Et donc je pense que ça continue à éclairer quelque chose. Le privilège blanc, peut-être que le mot privilège pourrait être un peu affiné, il y aurait peut-être mieux à trouver, je sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose qui se dit, qui concerne vraiment le quotidien. Moi, j'ai bénéficié d'un privilège en tant sans doute que petit bourgeois, mais aussi en tant que blanc, une espèce de double privilège en quelque sorte. Donc, moi, tout ce qui éclaire le réel m'intéresse. Et le mot blanc, c'est un outil qui est limité. Et dans limité, il y a vraiment l'idée qu'on peut quand même en faire un usage pertinent pour tout un tas de choses. C'est à ce titre-là que n'importe qui veut comprendre la réalité gagne à écouter les indigènes. Très bien. Je pense que c'est clair, j'espère. Dernier intervenant, avant qu'on quitte la soirée, je vais donner la parole à Altegra. Bonjour François. Bonjour. Bonjour Zio, déjà merci de me donner la parole Zio. Voilà, j'aurais une question assez rapide. Moi vous avez dit tout à l'heure, alors je vais dire ça va être plus facile, tu as dit tout à l'heure sur sur les décoloniaux et sur le fait d'avoir des interprétations charitables de leurs concepts, de les écouter, de les étudier, de les lire, etc. Tu as invité les gens à les lire. Alors, moi, je vais dire d'où je parle un peu. Je suis assez circonspect sur leurs analyses et je les trouve un peu. Sur le fond, je suis vraiment pas d'accord avec eux. Et j'ai un vrai problème avec leur analyse sur le racisme systémique et spécifiquement sur les études qui démontrent. Et moi, j'aurais voulu te poser une question simple, c'est parce que alors, voilà, je vais dire d'où je parle. En fait, à chaque fois que je me penche sur les études
que les gens qui prennent la thèse, même en prenant une acception charitable du concept de racisme systémique, hein, je comprends bien que c'est pas la loi, je comprends bien, parce que beaucoup de droitards vont dire oui, mais le racisme, il n'y a pas de racisme dans la loi, tout le monde il y a l'égalité, mais bon, je suis pas dans ce truc-là, moi. Le problème que j'ai, c'est que quand je me penche sur les études qui démontreraient sociologiquement le racisme systémique, je trouve des petites lorgnettes. Et je trouve pas du tout le racisme systémique qui voit, puisqu'en général, ce sont des études, que ça soit pour les contrôles policiers, pour les appartements, les testings d'appartements, ou pour les emplois, c'est souvent des études qui se concentrent sur la variable jeune, homme et d'origine immigrée, ce qui est quand même très différent que immigré. Et quand je recoupe des variables, par exemple sur les contrôles policiers, c'est très clair. On se rend compte que si on prend tout le monde, c'est-à-dire que si on prend les femmes d'origine immigrée, si on prend les personnes âgées, etc., tout de suite la variable est différente. Tout de suite le racisme est moins systémique. Et moi, un racisme systémique qui exclut pratiquement 50% des gens sur lesquels il est censé s'appliquer, j'ai beaucoup de mal et j'ai l'impression que de me faire avoir idéologiquement par ce discours, et je me dis, il y a un truc quand même qui est pas très sérieux avec ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'ils enlèvent certaines variables? Et ça me dérange beaucoup dans le discours du racisme systémique, et je me suis très méfiant là-dessus. Voilà, donc je sais pas si ma question est, est-ce que tu as connaissance, toi, d'une étude scientifique qui démontrerait vraiment un racisme systémique qui s'appliquerait à tous les racisés, sans prendre des toutes petites variables qui sont au croisement, donc jeunes et hommes. Voilà. Ah, question pointue. Ouais. Je pense que c'est pas parce que tous les Arabes ne sont pas contrôlés par les flics que ceux qui le sont, et qui sont essentiellement des jeunes hommes, ne sont pas contrôlés par racisme. Donc, c'est pas parce que, évidemment, tu vois, c'est comme si tu me disais, finalement, on a déporté très peu de vieux noirs dans la traite négrière. Bah oui, parce qu'on a évidemment, on avait plutôt besoin de jeunes noirs qui puissent travailler dans les plantations ou dans d'autres exploitations. Donc je comprends pas très bien ton raisonnement. La question est de savoir si, en fait, il faudrait plutôt prendre l'inverse. C'est-à-dire, il faudrait faire une statistique à âge égal et à sexe égal. Donc prenons un jeune homme blanc qui habite Paris et prenons un jeune homme noir qui habite Paris, ou un jeune homme arabe. Et dans ce cas-là, voyons sur 10 ans combien de fois l'un s'est fait contrôler et les autres. Il se trouve que moi j'habite à Paris depuis 2000, l'année 2000, donc ça fait 23 ans. Je n'ai jamais été contrôlé. Et pourtant, Dieu sait si j'ai circulé. Alors, évidemment, j'habite dans le 11e arrondissement et c'est pas là que s'exerce le plus de contrôle policier, mais j'ai quand même beaucoup circulé. En banlieue, ailleurs, au gré de mes pérégrinations, notamment culturelles ou autres, quoi. J'ai beaucoup écumé l'Île-de-France. Je n'ai jamais été contrôlé. J'ai quelques amis ou connaissances maghrébines qui ont mon âge, mais qui ont eu 20 ans en même temps que moi, 30 ans en même temps que moi, 40 ans en même temps que moi, qui se font contrôler 40 fois par an, pratiquement au bas mot. Donc tu vois, je veux dire, il y a quand même un élément. Moi, je ne pense pas que le racisme n'est pas forcément la chose principale à nommer dans cette affaire-là, mais il y a un élément de racisme. Et il est systémique au sens où il est orchestré par des institutions. La police est une institution aux ordres de l'État. Et donc, à ce titre-là, on peut parler d'un racisme systémique, mais je pense qu'il faudrait l'originer dans autre chose. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles la police contrôle préférablement des Noirs et des Arabes, c'est qu'il y a des taux de délinquance aussi. C'est une des raisons, je ne dis pas que ce soit la seule. Des taux de délinquance supérieurs parmi les Noirs et les Arabes, c'est tout à fait avéré. Et c'est pas du tout de droite que de constater ça. Je veux dire, n'importe qui le constate. Et la surreprésentation des Noirs et des Arabes en prison. Évidemment qu'il faut nommer ça. Simplement, on peut en faire une interprétation tout à fait de gauche. Après, il faudrait originer ça dans le fait qu'un pan important du prolétariat français est issu de l'immigration, est indigène, est racisé. Les mots ne sont pas interchangeables, mais chacun butinera comme il l'entend. Et pourquoi est-ce qu'un pan important du prolétariat français est noir et arabe? C'est des gens qu'on a fait venir pour se substituer à un autre prolétariat, qu'on était en train de déglinguer en délocalisant et peut-être aussi en faisant accéder à la classe moyenne l'ex-prolétariat blanc. On avait besoin de cette main-d'œuvre-là. Et on est allé la chercher dans des pays qu'on avait au préalable colonisés.
Et donc ça, évidemment, que tu vois bien que ça s'origine dans quelque chose qui a à voir avec le rapport Nord-Sud, et qui a un rapport racial. Il y a quand même un truc, c'est que l'amalgame pour la police, parce que, je veux dire, un blanc qui s'habillerait en survêt, basket, banane, qui est un petit peu virulent dans la façon de parler, parce qu'il écoute Jul et que voilà, je pense qu'il va se faire contrôler aussi un petit peu, tu vois. Peut-être moins. Moins, je pense. Peut-être moins, tu vois, je suis d'accord avec ouais. toi. Par contre, du coup, à l'inverse, c'est vrai que malheureusement, pour le phénomène, pour nous les Arabes, les Noirs et tout, moi je me suis fait contrôler parce que j'avais un look improbable. Et aussi que j'étais beaucoup dans des milieux un petit peu délinquants, on va dire. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a quand même un gros rapport aussi. Et il n'y a pas forcément que des injustices, même si, du coup, il y a des injustices parce que l'amalgame se fait au niveau de, surtout de l'accoutrement, etc. Et comme c'est des jeunes, effectivement, il y a des mimétismes, etc. Mais c'est vrai que je me dis, ça toucherait moins un gamin qui s'habillerait en costard-cravate, tu vois, même s'il était noir ou blanc. Enfin, je pense que là, mais moi, de toute façon, on me pose cette question sur en passant par les indigènes, etc. D'abord, j'ai pas dit que j'adhérais aux indigènes. Je crois qu'on l'a suffisamment dit tout à l'heure. Donc, on me pose une question qu'on devrait pas me poser à moi, d'une certaine manière. Moi, je ne suis pas connu sur la place publique pour décréter que la question raciale est centrale. Moi, je suis plutôt connu sur la place publique, par les 4 personnes qui me connaissent, pour décréter que la question de classe est centrale. Et ça, je n'en démordrai pas. Et ça, c'est ce qui, sans doute, à un moment, pourrait m'opposer à Ouria, bien qu'elle ait un fond marxiste elle-même, ainsi que les indigènes en général, enfin les indigènes dits de la République, ou ex-pire, tout ça. Donc moi, je suis bien d'accord que quand un flic se porte préférablement vers un jeune noir ou un jeune arabe, il se porte vers un jeune prolo arabe ou un jeune noir prolo ou un jeune arabe de tel quartier, ce qui a tout de suite une connotation sociale évidente vu la segmentation géographique de nos espaces urbains. On sait bien qu'il y a des quartiers populaires, il y a des quartiers bourgeois, des quartiers machins, des quartiers semi-bourgeois comme le mien, etc. Donc moi, je suis bien d'accord que le racisme n'est pas du tout une mono-explication pour expliquer un fait donné, un fait de réel. Tel flic va quand même plutôt, intuitivement, aller regarder ce qui se passe du côté d'un groupe de jeunes noirs plutôt que du côté d'un groupe de jeunes blancs. C'est quand même des comportements qu'on connaît bien, qui sont parfaitement répertoriés. Donc le racisme ne suffit pas à expliquer le réel. En revanche, il est vraiment un élément fondamental. Alors après, quant à savoir le racisme systémique en tant que tel, moi, pour te mettre à l'aise, je suis en réflexion sur cette question depuis toujours. C'est-à-dire que vraiment, ça me pose problème. En même temps, je pense que c'est intéressant d'explorer la question du systématisme racial, parce que je pense qu'il y a des éléments qui l'accréditent. Il y a aussi des éléments qui le disjoignent. Par exemple, je pense que j'en ai parlé d'ailleurs dans mon débat avec Ouria, mais ça mériterait qu'on se revoie et qu'on analyse ça plus profondément. Je pense qu'il est tout à fait possible que nous ayons affaire à un capitalisme un jour qui ne soit absolument pas raciste. Je pense que le capitalisme n'est pas indéfectiblement raciste. Il se trouve, et ça les indigènes l'analysent très bien, il y a eu un moment du capitalisme dont nous sommes peut-être en train de sortir d'ailleurs, mais en tout cas, le premier moment du capitalisme, celui qui va du 15e siècle, du 16e siècle à nos jours, a été accointé et a fusionné avec des logiques raciales. Pourquoi ? Parce il a produit son accumulation primitive et ses premières richesses par le pillage colonial, par l'extorsion des richesses des pays du Sud, des continents plus ou moins inexplorés, explorés du Sud. Et donc il y a eu comme ça une fusion effectivement entre le geste capitaliste et le geste raciste. Bon, mais je pense pas. Autant cette fusion, elle est vraiment effective, et je pense que les indigènes racontent ça, et ils font bien de le raconter. C'est des éléments d'élucidation historique tout à fait passionnants. Moi, j'adore les 100 premières pages du livre d'Ouria, j'aime aussi le reste, mais du dernier livre d'Ouria, je t'y renvoie parce que c'est vraiment lumineux, c'est très intéressant, même si elle tire ses analyses, des analyses qui ont déjà été faites, mais elle les synthétise très bien. Il se trouve peut-être qu'on rentre dans un capitalisme, dans un néo-capitalisme qui sera un peu moins adossé au racisme, même si, globalement, les pays du Nord continuent à tirer l'essentiel de leur richesse de l'extorsion des richesses des pays du Sud. Je veux dire, il s'agit de voir comment l'Afrique reste complètement open bar pour les pays occidentaux. D'autres acteurs se sont invités dans la donne, les Chinois, les Turcs, les Américains, qui commencent à s'intéresser tous à l'Afrique de près. Ce qui va peut-être un peu, multipolariser le racisme. C'est-à-dire qu'il est possible qu'on en vienne à, effectivement, les Chinois devenant une puissance impériale et qui va très largement racheter l'Europe, c'est déjà très en cours. Là, on aura peut-être affaire à un capitalisme qui sera adossé à un racisme produit par les Asiatiques à l'encontre des Blancs.
je dis, c'est un peu par provocation que je dis ça, ou presque par humour, mais tout ça pour dire qu'en fait, les choses vont sans doute se reconfigurer. Mais en tout cas, moi, je pense que le vrai débat, c'est de savoir si le capitalisme est indéfectiblement raciste. Ça, c'est un vrai débat, et je dois dire que je n'ai pas de réponse à ça. J'émettrais l'hypothèse auprès d'Auria que peut-être le capitalisme peut tout à fait ne pas être raciste. D'ailleurs, il a été parfois, par incidence, par presque effet collatéral non voulu, du côté de l'antiracisme. Il a parfois, disons, la prédation marchande a parfois produit de l'antiracisme, ou en tout cas, on parlait tout à l'heure de Netflix, bon, bah, c'est très largement, c'est du caoutchouc, c'est que de la gloriole, enfin, disons, c'est des affichages, mais c'est intéressant quand même ce qui se passe dans le monde du symbole. Bah, dans le monde du symbole, on peut dire que Netflix est tout sauf raciste, quoi. Et pourtant, c'est quand même un fleuron du grand capital international. Donc voilà, c'est des questions qui sont intéressantes. Si c'est dans cet espace-là que toi-même tu te situes, je m'associe volontiers. Je peux souscrire aux propos, mais ça ne répond pas à ma question. C'est quoi ta question? Vas-y, Altegra. Ma question de départ, c'est pourquoi, quand je me penche sur les discours qui... Alors, tu souscris au racisme systémique, c'est pour ça que je te posais la question. J'ai bien compris que c'était pas central pour toi, je fais pas ce procès-là, je dis pas du tout que tu es dans ces cas-là, je dis pas Bégodeau égale des coloniaux, etc. Je suis pas du tout là-dedans. Le truc, c'est que quand je me penche sur ces discours-là, pourquoi est-ce que tu as une focus sur la métrique jeune homme, et est-ce que toi, t'as pas un peu l'impression de te faire avoir, en tout cas, quand tu vois qu'il y a ce focus sur cette métrique-là, et est-ce qu'il existe d'autres études, je réitère ma question, est-ce qu'il existe d'autres études? Non, mais moi, tu sais, je fonctionne pas par études. Si tu veux, les études, on peut toujours se les balancer à la gueule, il n'y a pas de problème, je pourrais les rechercher, mais moi, je lis pas les études, donc désolé, je ne peux pas te fournir la documentation que tu me demandes. Moi, il me semble que j'essayais non pas d'élever le débat, mais de l'élargir et de le mener à des problématiques qui, à mon avis, sont pas très proches, pas très éloignées de celles que tu voudrais mettre en avant. Mais là, tu focuses un peu sur un truc un peu chichiteux, si tu veux. Je veux dire. Et puis, par ailleurs, je t'informe que de la constellation du Parti indigène de la République, je pense pas qu'elle en faisait partie, mais je pense qu'elle était au moins une compagne de route, a émergé un livre qui date maintenant d'il y a 20 ans et qui s'appelait Le jeune garçon arabe. Les féministes et le jeune garçon arabe, ou peut-être le jeune garçon arabe tout court, d'une certaine Nassira, alors j'ai oublié son nom, qui est un nom maghrébin, je le dis pour la situer, enfin, d'une manière ou d'une autre, j'ai oublié son nom et je m'en excuse auprès d'elle, parce que je sais qu'elle travaille encore et qu'elle produit encore, mais c'est un livre qui m'avait beaucoup frappé, donc tu vois, elle-même avait bien identifié qu'il y avait une spécificité, disons, de la figure du jeune garçon arabe, par-delà le fait qu'il était simplement arabe, et que donc elle avait bien aussi, et les indigènes en parlent beaucoup d'ailleurs, Louisa Yousfi en parlait très bien dans Rester barbare, justement la discrimination positive que produit le monde blanc, appelons-le comme ça, ou le monde bourgeois, par rapport aux filles arabes. Qu'ils n'ont de cesse que de dissocier du garçon arabe. La beurette, c'est bien, elle travaille bien à l'école, en tout cas elle est un peu sage. Non, elle, on peut la sauver. Elle est soluble dans la République, dans ce qu'ils appellent la République, qui n'est jamais que l'ordre bourgeois. Par contre, le jeune garçon arabe, ça serait un peu l'élément insauvable. Donc tu vois, toutes ces choses-là ont été très largement analysées par les productions intellectuelles de l'indigénat, si tu veux, et de la pensée indigène. Je pense que tu devrais vraiment... Il ne s'agirait pas de s'y convertir, et c'est même pas mon cas à moi. Et tu disais, est-ce que tu n'as pas peur de te faire avoir? Mais est-ce que j'ai une gueule de mec qui se fait avoir en général? Est-ce que j'ai une gueule de mec qui est en train de se faire avoir par les indigènes de la République? Je pense que dans le débat, j'ai pas une gueule de mec qui se fait avoir. Tu vois, j'ai suffisamment dit mon désaccord sur quelques trucs comme ça. Mais moi, je t'invite quand même, si vraiment ces gens-là t'intéressent, y compris à titre d'adversaire ou d'antagonique politique, vraiment... mets-toi au jus sur leur production, parce que je pense qu'ils sont quand même un tout petit peu plus subtils que la façon dont tu les présentes. Oui, après, moi je souscris au fait qu'on fait des mauvaises interprétations de leurs propos, et sur ce truc de racisme systémique, l'opposition c'est toujours oui, mais il n'y a pas de racisme dans la loi, machin, moi ces débats ça m'ennuie un peu, je trouve ça chiant, c'est toujours la même opposition, je trouve ça pas terrible. Là-dessus je souscris tout à fait, il n'y a pas de souci, mais moi quand même, j'ai un souci, et pareil, je disais en débat avec Wissam il n'y a pas longtemps, pour parler des beurettes et de la fétichisation des femmes des banlieues.
je pense que dans leur camp, entre guillemets, il y a quand même pas mal de fantasmes là-dessus. Je sais pas trop sur quoi ils se basent, à part les catégories porno de Pornhub, si tu veux, mais c'est pas une étude sociologique sérieuse. C'est pas rien quand même, c'est pas rien. C'est pas de constater qu'effectivement la statistique est connue, ça c'est une stat. Je veux dire, il semblerait que sur les sites porno, ce soit Beurette qui soit le plus souvent choisi parmi les 1000 options, les 1000 catégories possibles sexuelles et fantasmatiques. Ouais. C'est pas rien. Moi, j'ai vu cet argument utilisé. Là, il y a le débat en ce moment avec le ministre de l'Éducation hier, tu sais, sur les abayas et les tenues traditionnelles à l'école. J'ai vu cet argument de la catégorie Pornhub utilisé par des gens qui défendent l'abaya à l'école en disant oui, mais on veut encore dévoiler nos femmes. Vous voyez les occidentaux, les vilains occidentaux qui veulent dévoiler nos femmes, ils se branlent dessus sur Pornhub, machin. Il y a des je peux entendre, ok, qu'il y a une petite. Et de là à parler de fétichisation, que la femme musulmane, que la femme la femme arabe soit traitée différemment, je veux bien, ça c'est même l'évidence. J'ai pas besoin que ça soit démontré. Mais de là à parler de fétichisation de la corps de la femme pour défendre la baya à l'école et les tenues religieuses et tout, je trouve que Wissam et compagnie, ça pousse un peu quand même, quoi. Voilà, pour le dire. Oui, ça les regarde. Je sais pas, je les ai pas entendus parler de ça. Moi c'est pas ça va pas me. Moi, ce que j'aurais tendance à dire sur ces questions-là, c'est qu'il faut pas me demander à moi de déployer mon énergie politique pour aller défendre les meufs qui veulent s'habiller comme ça à l'école, quoi. Par ailleurs, je vois bien encore l'entreprise quand même de sadisation de l'islam qui est quand même au travail dans les pouvoirs publics depuis très longtemps en France quand même. Il y a quand même un peu de ça, si tu veux. Ça excite un peu la sphère médiatique aussi. Donc on est dans un grand classique qui est né dès 1989 avec la première affaire du voile. Donc si tu veux, moi là-dessus, j'ai pas beaucoup d'amis, ni dans un camp ni dans l'autre. Donc j'ai un peu... Je pense que ce qui pourrait être le plus sain, c'est d'arrêter d'en parler et de ne pas constituer ça comme un énorme sujet. Après, faut comprendre aussi que les Arabes, qui sont quand même incriminés en permanence, il y a vraiment une focalisation en permanence sur eux, ils aient aussi déployé des espèces de contre-arguments, parfois un peu spectaculaires, parfois un peu provoques. Donc je trouve que c'est pas complètement con, presque d'un point de vue, d'efficacité spectaculaire, que d'aller mentionner le fait qu'il y a quand même effectivement la persistance d'une forme de cliché colonial qu'on appelait orientaliste à une époque, et qui, parce que beaucoup de Blancs se sont servis, ont fait leur commerce sexuel dans le... Oui, mais il y a une persistance. Il y a une persistance de ces clichés. La preuve, ce qui se passe sur Pornhub, je pense que vraiment... Alors, on dit que c'est pas vrai, par contre, sur la catégorie numéro 1, semblerait-il, serait français. Alors après, il faudrait vérifier, faudrait que je regarde. Je vais regarder en direct, comme ça je vais vérifier. Ça serait enfin un motif de fierté pour la France, quoi, plus que Roland Garros, quoi. Au moins, on aura gagné au moins dans une compète, quoi. Non, mais moi, je suis très frappé par l'inertie des mentalités et des structures sociales et des structures anthropologiques. Je trouve qu'il y a vraiment des choses qui perdurent. Et ça, je pense que on ne se remet pas impunément et comme ça en quelques décennies d'un tel passif colonial qui a été quand même pendant tout un temps, encore une fois, l'Occident allait faire son marché sexuel dans les pays subsahariens, sahariens, etc., maghrébins, arabes et compagnie, et que donc ça a constitué quand même des imaginaires érotiques qui sont encore au travail maintenant. Je pense qu'il y a quand même... Et ce qui se passe autour du voile, ouais, c'est vrai que si tu veux, c'est un angle d'analyse un tout petit peu particulier, mais moi j'aime bien ce genre de truc, parce qu'on est à la limite on est à la lisière entre des intuitions psychologiques et de la politique un peu plus comme toi tu voudrais la faire, à base de statistiques, etc. Je pense que c'est pas inintéressant l'intuition. Et quand même ce qui se passe, si tu veux, il y a cette espèce d'hystérie qui règne autour de la question du voile depuis maintenant, je le répète, 30 ans, 34 ans, puisque première histoire 1989, j'y étais, j'en étais contemporain, forcément à voir avec quelque chose de comment dire, de psychologique ou de corporel, de physique. On est dans l'affect là, on est dans des affects sociaux, et je pense qu'effectivement il y a une sorte d'hystérie qui règne autour du corps de la femme arabe, ça c'est sûr. Qu'il se joue dans la focalisation sur le voile, ou qu'il se joue dans aujourd'hui d'autres vêtements, ou qu'il se joue peut-être aussi dans la sphère du porno. Donc tu vois, il y a quand même le corps social, il est pas rationnel, hein. C'est pour ça que la statistique sera toujours impropre à rendre compte de tout. Il y a des éléments d'irrationalité qui traînent notamment sur les questions raciales, qui sont des questions éminemment sexuelles.
Je veux dire, la question raciale et les adversités raciales ont toujours tourné autour de la possession des corps des femmes. Ça a toujours été ça, hein. Ça a toujours, ils vont nous niquer nos femmes, on va leur niquer leurs femmes, nous allons garder nos femmes pour perpétuer la race, ou que sais-je, ou disons, faire persister dans notre puissance tribale, et nous devons protéger nos femmes de la prédation des races ennemies ou de la tribu ennemie, etc. C'est encore des choses comme ça qui se bricolent et qui se cuisinent autour de ces petites questions médiatiques là, du voile et autres, quoi. Faut pas négliger cet aspect-là, hein. Alors moi je reviens sur le porno parce que c'est un truc qui m'intéresse quand même. Dans les recherches principales, français, hentai, French, MILF, lesbienne, français, gros cul, amateur français, massage, anal, gros sein, public et boni. Et les recherches principales, c'est essayer de pas jouir, lesbienne française, Naruto Rules 34. Ok. Naruto, squirting et legging. Donc comme quoi en vrai, ça je pense que c'est pareil. C'est vrai que c'est peut-être une fake news façon de parler Naruto. sur voilà. Mais Naruto, non mais je pense que à mon avis, il me semble, je suis pas spécialiste ni du porno ni de la statistique autour du porno, mais il me semble que ce dont on parle quand on dit beurette numéro 1, c'est quand précisément non pas toutes les catégories, à savoir gros cul ou que sais-je, mais les catégories raciales justement, ethniques. Soit quand tu as le choix entre asiate, beurette, truc, je sais pas quoi, noir, et ceci, cela. Et là, il me semble que c'est beurette qui arrive en tête. Ok, je crois que c'est ça. Que je regarde. Je me renseignerai, tiens, c'est des statistiques qui m'intéressent, forcément. Putain, il était temps, parce que c'est quand même au bout de 4 heures qu'on arrive enfin au vrai sujet. Bah quoi. Ouais, mais c'est ça aussi, la Zio Claudie. Bah, si tu veux, tu peux passer la nuit avec nous, François. Tu sais, personne ne te retient. Non, je regarde. Alors, on va conclure, du coup. Altegra, est-ce que tu as une dernière chose à dire malgré tout? Non, c'est bon, j'ai fini. Je vous remercie tous les deux, et merci Zioclo, et merci François. Voilà. Merci de ton ouverture d'esprit et au dialogue. Eh ben, merci à vous deux, messieurs. Je remercie donc Altegra et François Bégodeau. Je te remercie vraiment de ta présence interview.